à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire de l'innovation. Pour rappel, effectivement, nous sommes actuellement dans un cycle de webinaires que nous co-organisons donc, entre Alès Mariapolis, l'agence de développement économique du territoire d'Alès, et l'incubateur de l'école des mines d'Alès. Donc, il s'agit effectivement d'une série de webinaires que nous avons organisés qui se substituent aux réunions que nous faisons habituellement en présentiel dans cette période post-Covid, pour continuer à garder le lien avec vous et continuer à vous informer sur des sujets qui nous semblaient intéressants, notamment dans cette période de reprise. Je tiens tout d'abord à excuser donc Muriel Durand de l'incubateur IMT Minales qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui bien entendu pourra par la suite être à votre disposition s'il y a quelques besoins que ce soit. Juste avant d'aller plus loin sur ce webinaire, vous rappeler quelques règles de fonctionnement. Donc on est sur un webinaire donc, qui est diffusé via Zoom et également rediffusé en direct sur notre page Facebook en live. Pour ce qui concerne les questions, n'hésitez pas à tout moment à nous poser des questions pendant ce webinaire au moyen de l'outil de chat qui se trouve dans votre barre d'outils en bas, donc via l'outil de questions-réponses auxquelles nous essaierons de répondre au mieux ou tout au moins de transmettre aux intervenants, ou pour ceux qui sont sur Facebook, via l'outil de questions-réponses de Facebook. Donc, voilà pour les grandes règles. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue, donc Émilie Robert, qui va vous introduire plus en détail le webinaire de ce jour et vous présenter les différents intervenants. Donc Émilie, à toi. Mon micro est coupé, Émilie. Voilà. Bonjour à tous. Merci à nos intervenants d'avoir bien voulu venir nous parler ce matin du sujet de la formation. En effet, on a connu une période de chômage partiel importante en France. Plus de 8 millions de salariés ont été soumis au chômage partiel durant le confinement. Encore aujourd'hui, on estime à peu près à 15-20% les entreprises qui n'ont pas pu remettre la totalité de leurs salariés en fonctionnement normal sur leurs horaires habituels. Effectivement, le sujet de la formation, il s'impose comme une solution au maintien en poste, à la reconversion professionnelle si besoin. C'est la raison pour laquelle on a souhaité traiter ce sujet-là aujourd'hui. Et pour laquelle on accueille donc d'abord un premier sujet. On va traiter la partie montée en compétence des salariés comme un levier pour la reprise d'activité avec la région Occitanie. Donc la région, Monsieur Augel et Madame Benouni vous présenteront les dispositifs, entre autres formés plutôt que licenciés, mis en place par la région Occitanie pour justement assurer la formation des salariés dans le cadre de cette crise sanitaire. Ensuite, nous accueillerons Transition Pro Occitanie avec Marie Gox qui nous présentera les dispositifs PTP, VAE et démissionnaires. Et bonjour Madame Gox, je vois que vous avez réussi à rejoindre le webinaire. Et puis, nous passerons sur une deuxième partie où nous accueillerons la Ségos avec Ingrid Leduc, Sophie Pagès et Jérôme Maès qui nous présenteront les opportunités de formation et d'accompagnement avec le groupe Ségos qui est le groupe leader européen de la formation professionnelle. L'idée étant évidemment de vous apporter des solutions de financement et d'accompagnement de sorte que vous puissiez imaginer, tous les auditeurs aujourd'hui, que vous puissiez imaginer quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous pour maintenir vos salariés en poste, leur permettre de monter en compétences ou leur permettre de se reconvertir le cas échéant. Voilà, donc tout de suite, on peut, si vous voulez bien commencer, je vais passer la parole à Anne-Claire Benouni et Bruno Augel de la région Occitanie. Oui, donc bonjour, merci de cette invitation. C'est effectivement au niveau de la région Occitanie, la présidente Delga a été fortement impliquée sur le développement des entreprises puisque le développement économique est une compétence de la région et donc se rapprocher des entreprises et accompagner le développement des entreprises, ça fait partie
des challenges et des objectifs de la présidente Delga. Et ensuite, dans les compétences aussi de la région, il y a le volet formation qui est important. Alors, le volet formation, c'est aussi bien en direction des demandeurs d'emploi et des salariés. Et le sujet qui nous est proposé ce matin avec le Covid-19 qui est arrivé sur notre territoire, la présidente Delga a essayé de développer et nous demander de développer des dispositifs justement pour contrecarrer ce Covid-19 qui est arrivé sur le territoire d'Occitanie. Et je vais passer la parole à Anne-Claire Benoni qui va vous présenter justement ce que la présidente Delga a lancé avec l'ensemble des acteurs du développement économique, c'est former plutôt que licencier. Et elle va aller un petit peu dans les détails sur les actions et les dispositifs que la région a mis en place. Anne-Claire, à toi. Oui, merci Bruno. Donc Anne-Claire Benoni, à la direction de l'emploi et de la formation à la région Occitanie, située sur le site de Montpellier pour ce qui me concerne. Effectivement, la région a voulu se mobiliser activement pour accompagner les entreprises en difficulté suite à la crise Covid 2019. Et pour cela, elle a développé un programme spécifique qui s'appelle « Former plutôt que licencier ». Ce programme s'incrémente dans un dispositif existant depuis plusieurs années qui s'appelle « Objectif compétences » et qui est dédié à la formation des salariés à accompagner le développement des compétences des entreprises. Et lui-même, qui est déployé dans une offre de services beaucoup plus globale que la région a construite il y a un peu plus de 2 ans, justement sur sa compétence en matière de développement économique, en matière de ressources humaines et de compétences pour les entreprises. Alors, je vais vous diffuser un court diaporama. Alors, je ne sais pas si vous le visualisez ou pas. Est-ce que vous le visualisez? Oui. Parfait. Donc, attendez, repassez sur l'autre fenêtre. Là, c'est bon? Non, arrêtez le partage d'écran et vous reprendrez avec la bonne fenêtre. Voilà. Alors, partager l'écran. Hop. Est-ce que c'est bon? Oui. Parfait. Donc là, c'est un diaporama rapide, hein, justement sur ce programme formé plutôt que licencié. Donc, voilà. L'objectif est de permettre aux entreprises qui ont été en difficulté lors de la période de crise liée au Covid-19 et qui peuvent encore à ce jour être en difficulté. Alors, pendant la période de confinement, justement, de mettre à profit cette période particulière pour accompagner leurs salariés sur de la montée en compétences, pour mettre à profit cette période de baisse d'activité pour justement assurer l'évolution des compétences de leurs salariés, au moins les maintenir ou les développer et ainsi anticiper la reprise d'activité. Alors, la notion de baisse d'activité est importante puisque ce dispositif ne s'adresse qu'aux entreprises qui connaissent une baisse d'activité mais qui n'ont pas placé leurs salariés en chômage partiel. Si elle est dans cette situation, qu'elle a été amenée à placer leurs salariés en chômage partiel, alors dans ce cas, elle doit faire appel au dispositif de l'État via le FNE. Celui de la région n'intervient que pour les entreprises qui n'ont pas placé leurs salariés en chômage partiel. Voilà, pour cette petite particularité. Ensuite, il y a 2 volets sur ce plan formé plutôt que licencié. Il y a un volet financier et un volet outils. Sur le volet financier, l'entreprise, de façon pratique, n'a aucun dossier à monter, à mettre en place, contrairement au FNE où c'est elle qui va faire les démarches. Là, c'est l'OPCO dont elle dépend, l'OPCO auprès duquel elle adhère, qui va monter le dossier et faire les démarches auprès de la région Occitanie. On est exactement dans la même situation
que le dispositif objectif compétences, où le mécanisme en fait est une intervention financière auprès de l'OPCO ou le fonds de formation. Alors le fonds de formation, la Chambre régionale et des métiers de l'artisanat pour les artisans, ou Vivea pour les exploitants agricoles. Et donc la relation financière se situe en fait entre la région Occitanie et l'OPCO qui va représenter l'entreprise qui aura en amont collecté les besoins de façon collective et porté à connaissance des services de la région ces besoins et demander donc l'intervention financière de la région. Pendant la période de confinement, l'intervention financière était importante puisqu'on prenait en charge 100% des coûts pédagogiques. À ce jour, depuis la fin du confinement, on ne prend plus en charge 100% des coûts pédagogiques. Pour autant, notre taux d'intervention peut être relativement important. Il est au cas par cas en fonction de la demande de locaux. Pour information, on a dédié une enveloppe d'environ 4 millions d'euros pour aider les entreprises dans le recours au plan de formation formés plutôt que licenciés. Anne-Claire, oui. juste pour préciser qu'effectivement, la cible de ces formations, bien sûr, c'est les salariés, mais il y a aussi le volet chef d'entreprise qui peuvent être pris en charge. Tout à fait. Les chefs d'entreprise sont effectivement intéressés, peuvent être effectivement intéressés et bénéficiaires de ce plan de formation. Au niveau des formations d'ailleurs, de façon exceptionnelle, pendant la période de confinement, toutes les formations étaient éligibles, y compris les formations rendues obligatoires par le Code du travail, alors qu'en temps normal, elles ne sont pas éligibles. Aujourd'hui, donc, si l'entreprise souhaite faire appel à ce financement, on ne pourra pas financer de formation réglementaire. Par contre, ce plan peut être utilisé jusqu'à la fin de l'année, puisqu'il s'adosse aux règles existantes dans le cadre d'objectifs compétences et donc il s'appuie sur des conventions annuelles que nous avons avec les OPCO, les fonds de formation. Ensuite, ce plan est déployé sur un axe outils. Il y a un volet accompagnement outils où là, la région... Alors, attendez, je vais... Hop, voilà. Où là, la région souhaite accompagner les OPCO ou les fonds de formation en leur mettant à disposition gratuitement un réseau d'organismes de formation via une plateforme de formation à distance qui répond en fait au même modèle que celui que nous avons construit pour les demandeurs d'emploi. Donc là, c'est pour des raisons de facilité, pour les organismes de formation sélectionnés par les OPCO qui n'auraient pas leur propre outil de formation à distance, ils peuvent tout à fait utiliser le nôtre qui est mis à disposition gratuitement. Voilà, donc pour de façon assez synthétique et brièvement, le contexte du programme formé plutôt que licencié qui a été développé, donc qui est un axe, un programme particulier développé par la région Occitanie pour accompagner les entreprises en difficulté liées à la crise Covid 2019, sur lequel il faut retenir qu'il est tout à fait possible d'y faire appel jusqu'à la fin de l'année. Les modalités financières étaient très intéressantes durant la période de confinement, mais elles le sont encore actuellement avec des taux d'intervention qui peuvent être plus importants qu'en temps normal. Et au niveau outils, avec la possibilité pour les organismes de formation d'utiliser notre réseau de formation à distance et à titre gratuit. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, notamment via le chat, ou si on enchaîne sur les autres intervenants. Alors, a priori, non, pas de questions pour l'instant. On prendra peut-être les questions à la suite de Transition Pro. Donc voilà, simplement rappeler pour finir que le dispositif s'adresse aux entreprises qui n'ont pas mis leurs salariés en chômage partiel. Le FNE formation sera présenté tout à l'heure par la Ségos. Et que ce qui est très important aussi de retenir, c'est que les chefs d'entreprise sont aussi concernés, oui. Parce que souvent, malheureusement, ce n'est pas le cas.
Ça, c'est important de le rappeler. Donc, si vous voulez bien, on va passer à Madame Gog, si vous êtes prête. On y va. Transition Pro Occitanie. Peut-être vous pourriez ouvrir votre micro. Si vous pouvez activer votre micro, on voit votre partage d'écran, par contre, c'est OK. Madame Gog, votre micro a été désactivé. C'est mieux? Vous m'entendez? C'est bon, on vous entend. Impeccable. Je vais donc vous présenter les dispositifs que nous gérons depuis quelque temps maintenant et donc depuis la mise en œuvre de la réforme, loi qui est intervenue en septembre 2018. Donc cela fait quelques mois maintenant que nous travaillons à cette mise en œuvre. Le support que je vous présente intègre un certain niveau de détail qui ne passionne pas forcément tout le monde. J'ai choisi de l'y laisser à des fins pédagogiques pour que les personnes qui souhaitent effectivement des précisions puissent revenir vers ce support et trouver les réponses dessus. Donc, mon intervention intègre 4 parties. Une mise en œuvre de la réforme, donc très rapide. La présentation des dispositifs techniques que nous gérons aujourd'hui à Transition Pro, à savoir le PTP, le projet de transition professionnelle, le dispositif démissionnaire, d'autres petits dispositifs qui se sont greffés à la structure, en particulier en 2020. Et enfin, des dispositions particulières liées à la crise que nous traversons actuellement. La mise en œuvre de la réforme, donc depuis fin 2018, la loi Transition Pro, qui était alors encore FONGECIF Occitanie, a vu s'éteindre les dispositifs de congés individuels de formation, de bilan de compétences qui se sont arrêtés à fin 2019. Les commissions paritaires interprofessionnelles, les CEPIR, se sont substituées au FONGECIF et deviennent depuis le 1er janvier de cette année les Transitions Pro. Donc nous sommes Transition Pro Occitanie depuis quelques mois. Les Transitions Pro ne sont plus opérateurs de droit du CEP, du Conseil en évolution professionnelle. Le Conseil en évolution professionnelle a été pris en charge sur la région Occitanie par un consortium qui est coordonné par le réseau des CIBC. Donc, depuis fin 2018, le FONGECIF Occitanie et Transition Pro aujourd'hui est organisé de la manière suivante. Elle déploie une fonction de financement de dispositifs. Antérieurement, le FONGECIF finançait tous les congés de formation. Depuis le début d'année, le Transition Pro est également financeur d'un dispositif central qui est le projet de transition professionnelle et de la VAE. Donc, sur le schéma que vous avez à l'écran, ce sont les zones en rouge. Et à partir du moment où le Transition Pro finance, il a également la responsabilité de la qualité de l'offre de formation qu'il finance. Donc, la loi de 2015, le décret de 2015 et le décret de 2019 sur la qualité s'expriment directement via Transition Pro Occitanie. Transition Pro a également un rôle au sein du dispositif de reconversion, démission et reconversion en collaboration en particulier avec Pôle emploi. Dans ce dispositif, Transition Pro doit
formuler un avis sur le projet, un avis technique sur le caractère réel et sérieux de la reconversion. La structure a également un rôle sur la certification du dispositif CLEA. Au-delà de ces dispositifs, de ces briques de dispositifs, la structure, d'après le décret de 2018, a également un rôle au niveau des analyses territoriales. Elle doit développer une dimension de veille, d'analyse, d'appropriation des données territoriales en matière d'emploi, de compétences et de qualification, afin notamment d'enrichir les réflexions sur les problématiques de reconversion. Je vous rappelle qu'effectivement, la structure s'est recentrée sur ces problématiques de reconversion à travers 2 dispositifs. Si Transition Pro n'a plus un rôle au sein du Conseil en évolution professionnelle lui-même, la structure développe aussi un rôle de suivi des opérateurs de CEP au niveau territorial et donc régional. Je reviens quelques secondes sur l'un des rôles prioritaires, l'une des fonctions prioritaires de la structure, c'est le rôle de financeur avec la casquette corollaire de la qualité. La structure doit effectivement contrôler le service fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la structure finance, elle doit s'assurer qu'il y a également de l'autre côté une action de formation réalisée et que cette action de formation est bien conforme aux documents qu'elle a dans sa structure. À côté de cette dimension de conformité, Transition Pro doit s'assurer de la qualité de l'action financée, c'est-à-dire veiller à ce que l'action financée soit cohérente en matière de prix à l'offre et notamment l'offre territoriale, vérifier également que l'ingénierie pédagogique est cohérente, qu'il y ait de l'innovation dans les moyens mobilisés et qu'il y ait une cohérence par rapport aux tarifs du marché territorial. Si effectivement l'un de ces caractères n'est pas jugé conforme, Transition Pro a la possibilité de réaliser un contrôle auprès de l'organisme de formation et ou procéder à un signalement auprès de la directe. Il y a donc un véritable rôle de contrôle de l'action de la formation, tant au niveau conformité qu'au niveau qualité. Le projet de transition professionnelle. Le projet de transition professionnelle est le dispositif qui a succédé au congé individuel formation. Donc, j'en profite pour le rappeler, puisqu'on nous téléphone encore tous les jours pour demander un congé CIF. Le congé CIF n'existe plus, il ne peut plus être activé, même si dans la continuité, on a certaines actions qui sont en continuité. Donc, on en finance toujours, mais ce sont celles pour lesquelles on a décidé un financement en 2018. Le projet de transition professionnelle est un dispositif qui est lié au CPF socle. Au départ, on l'appelait le CPF de transition professionnelle. Pour le coup, on s'aperçoit aujourd'hui que le lien qu'il a avec le CPF, c'est un lien très léger qui est uniquement en termes de financement. Le lien avec le CPF, c'est simplement à un moment donné, nous allons solliciter un financement auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. Le projet de transition professionnelle suit une certaine démarche en 4 étapes. Démarche d'analyse des services. On va s'assurer que le dispositif répond à la finalité fixée par la loi, qu'il est éligible au vu des caractères du bénéficiaire notamment, que le projet est cohérent et la commission paritaire
va juger de sa priorité pour attribuer un financement. Alors, le dispositif projet de transition professionnelle est un dispositif qui est monté à l'initiative du salarié. C'est lui l'acteur central. Pour autant, il y a un certain nombre d'acteurs qui gravitent autour. L'organisme de formation et l'employeur. Mais c'est le bénéficiaire lui-même qui a la main. Il va contacter de sa propre volonté directement Transition Pro afin de s'assurer de la légitimité de sa demande. En parallèle, il va contacter l'employeur, puisque au préalable, l'une des étapes majeures, c'est bien de demander, de s'assurer que son employeur est favorable à sa demande. Pour sa demande, effectivement, il faudra qu'il prévoie un délai de 2 ou 4 mois avant son départ en formation, délai qui tient compte de la durée de la formation. L'employeur aura un délai pour accorder ou reporter son accord qu'il devra formuler dans les 30 jours. J'en profite également pour rappeler qu'un employeur, s'il dépasse ces délais de 30 jours ou s'il ne répond pas, la demande est juridiquement interprétée comme un accord. Le dossier peut donc être déposé sans accord tacite de l'employeur. La deuxième participation de l'employeur, c'est surtout en termes de rémunération. Le dispositif concerne essentiellement des salariés en activité. On va donc demander à l'employeur de nous donner des justificatifs qui précisent l'ancienneté du bénéficiaire et sa rémunération. Autre acteur important dans la démarche, bien évidemment, c'est l'organisme de formation avec tout le volet formation que nous allons voir tout à l'heure. Donc, le dispositif projet de transition professionnelle a une double finalité, vous l'aurez deviné, changer de métier ou de profession. Donc, c'est une logique de reconversion pour laquelle nous allons évaluer la transformation de métier au travers de différents outils. Soit l'outil ROM, les fiches ROM, fiches métiers que tout le monde connaît, mais également le code NAF, voire la convention collective. Les deux derniers outils ont été intégrés tout récemment par des recommandations de France Compétences. Donc, il s'agit de changer de métier ou de profession via la nécessité d'une formation certifiante. Qui dit formation certifiante dit soit formation inscrite au répertoire national des certifications, le RNCP, soit le répertoire spécifique qui contient des certifications. Depuis août, en prévision d'août, France Compétences, une autre recommandation de France Compétences spécifie que les habilitations sont désormais exclues des formations à choisir dans le cadre de la transition professionnelle. Dans tous les cas, nous allons nous assurer, lorsque le dossier est déposé, qu'il y a bien un code CPF valide qui permettra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'absorber certains droits qui sont inscrits, des droits de financement, donc un cofinancement auprès du bénéficiaire. Le dispositif est ouvert à tous salariés, prioritairement des salariés en activité, quel que soit le secteur d'activité. Transition Pro concerne donc tous les secteurs d'activité. Précédemment, le FONGECIF ne concernait que l'Interpro. Aujourd'hui, nous avons bien évidemment la métallurgie, nous avons le sanitaire, nous avons le transport, tous les domaines d'activité. Cela concerne également toute la nature des contrats de travail, les CDI, les CDD, mais également l'intérim, les intermittents. La formation peut se réaliser pendant le temps de travail avec autorisation d'absence de l'employeur ou hors temps de travail sans autorisation d'absence.
Première étape d'éligibilité importante, l'ancienneté. Alors, l'ancienneté se calcule en fonction du contrat du bénéficiaire. Si ce sont des contrats conventionnels, CDI, CDD, on est sur un régime de 24 mois. Pour les contrats spécifiques, intérimaires et intermittents, nous avons un régime particulier qui a été défini par décret en décembre 2019 avec des conditions spécifiques plus avantageuses pour ces publics-là qui sont assez particuliers. La particularité de ces publics-là, au-delà du calcul de la durée d'ancienneté, est également dans le dépôt. Pour le droit commun, le dépôt du dossier se fait pendant le contrat, pendant le moment où ils sont salariés. Pour les contrats spécifiques, cela peut se faire après dans un délai de 4 mois. Intermittents et intérimaires ont des conditions plus favorables parce que ce sont des contrats plus précaires au niveau de l'emploi. Dans tous les cas, dans un dossier, on doit retrouver obligatoirement un positionnement pédagogique. Le décret qui définit le projet de transition professionnelle le prévoit précisément. C'est un acte majeur. On va demander à l'organisme de formation, en fonction de la formation certifiante choisie, d'individualiser le besoin de formation, de le prendre en compte précisément et de fournir une grille d'analyse qui traduit bien le besoin du bénéficiaire en matière de formation. Si le positionnement n'est pas déposé au départ, avant le passage en commission, le dossier est rejeté. On va demander également une analyse des coûts, notamment via un devis détaillé et approuvé, c'est-à-dire signé par le bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est le porteur de projet. Il doit avoir connaissance des conditions financières parce que dans certains cas, il est interpellé en cofinancement. En fonction de plafond, il peut être amené à cofinancer cette action et donc il faut qu'il soit informé et conscient qu'à un moment donné, il peut effectivement financer cette action de formation. Respecter un calendrier de dépôt, il devra déposer le dossier en fonction de ce calendrier qui tient compte de la volumétrie des dossiers à déposer en certaines périodes. Les actions certifiantes suivent un certain rythme et donc le calendrier prend en compte ce rythme-là. Le calendrier est présent sur le site, donc j'encourage tous les bénéficiaires à en prendre connaissance puisqu'il peut être modifié régulièrement en fonction de l'actualité. La prise en charge de ces actions-là, de même que l'a été le congé individuel formation dans le passé, le dispositif de projet de transition professionnelle bénéficie de conditions financières assez privilégiées. On prend globalement une formation en charge sur un an. Il y a un plafond sur 12 mois ou 1200 heures si la formation est à temps partiel. Sur tout ou partie des coûts pédagogiques avec un plafond à 27 € globalement. La rémunération qui peut être jusqu'à 100%. Le stage d'application en entreprise également, en tout est parti en fonction de l'action et de l'inscription au RNCP ou au répertoire spécifique, et les frais annexes. Donc, je vous laisse le détail à l'écran pour tout dire effectivement que les différentes parties du coût sont prises en charge en toute partie. Lorsque le projet est finalisé, on observe des priorités qui sont inscrites dans le décret
en fonction de la qualification, de l'inaptitude à l'emploi, de la catégorie socio-professionnelle. Donc, on priorise les bas niveaux de qualification, les petites entreprises dans l'accès au financement. La commission, elle, évalue la cohérence du projet, la cohérence de la formation et la pertinence au niveau de l'emploi. En fonction de tout cela, on a un accord ou pas de financement. Actuellement et au 1er janvier, à partir du 1er janvier, une modalité de dossier est en train d'être lancée, donc une modalité numérique, afin de permettre aux bénéficiaires, mais aussi aux acteurs comme l'entreprise et aux organismes de formation, de monter au fil de l'eau ces projets qui sont quand même assez complexes et où les acteurs interviennent en connexion les trois en même temps. Je vais donc passer au dispositif démissionnaire, qui est quand même plus succinct pour notre contrepartie. Donc, le dispositif démissionnaire est un dispositif qui intervient également sur la reconversion, pour lequel nous avons deux volets distincts alternatifs. Soit un projet de reconversion requérant le suivi d'une formation, dans ce cas-là, n'est pas obligatoirement certifiante, soit un projet de reconversion avec de la création ou de la reprise d'entreprise. L'objectif est donc pour quelqu'un qui est salarié dans une entreprise de pouvoir démissionner pour mener son projet de reconversion, formation ou création en bénéficiant d'une allocation chômage. En fonction de la pertinence de ce projet-là, qui sera évalué par la commission paritaire, par Transition Pro, la personne pourra bénéficier d'allocations de reclassement, donc d'une rémunération de remplacement. En amont, le bénéficiaire devra obligatoirement solliciter un conseil en évolution professionnelle. Le dispositif démissionnaire a donc plusieurs acteurs. Pôle emploi, Transition Pro, qui co-interviennent dans le montage du dispositif. Nous avons des partenaires qui complètent l'intervention, que sont le conseil en évolution professionnelle, mais également un organisme de financement de la formation qui peut financer le côté pédagogique. Donc, en amont, nous avons la conception du projet via un accompagnement CEP, l'évaluation du projet via Transition Pro Occitanie, qui va statuer sur la cohérence du projet. Ensuite, le financement de la rémunération de remplacement et le versement d'une allocation, et le suivi et contrôle de Pôle emploi qui va donc suivre la réalisation et l'avancement du projet lui-même. Donc, vous avez dans ce schéma-là les différentes étapes qui sont chronologiquement rappelées. Donc, pour information, le bénéficiaire peut démissionner dès lors qu'il sollicite un conseil en évolution professionnelle, c'est-à-dire dès l'étape 2. Pour autant, je conseillerais aux bénéficiaires de démissionner uniquement après l'avis du caractère réel et sérieux qui est formulé par Transition Pro. C'est uniquement cette étape-là qui permettra le financement de la rémunération. Si la personne démissionne dès qu'il contacte le CEP, juridiquement c'est valable, sauf s'il ne s'assure pas du caractère réel et sérieux, son projet ne sera pas validé, donc pas financé. D'autres dispositifs sont actuellement pris en charge par Transition Pro, dont notamment la VAE. La VAE, en fait, peut être mobilisée dans le cadre de Transition Pro de deux manières, soit dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, en complément de l'action de formation
et en complément d'une action de positionnement. Il y a donc changement de métier ou de profession. Dans ce cadre-là, le bénéficiaire a mis en place une démarche de VAE qui reconnaît en tout ou partie l'action de formation. Plus largement, la VAE peut être sollicitée, et notamment depuis le 1er avril 2021, dans le cadre du plan de l'ordonnance d'urgence mis en place par le gouvernement dans le cadre du Covid. Tout projet de VAE peut être mobilisé et financé à la fois par les OPCO, mais également par Transition Pro. Donc, Transition Pro a mis en place un dispositif et un financement qui couvre les frais de positionnement du bénéficiaire, c'est-à-dire la recevabilité, l'accompagnement, la préparation du jury, ainsi que les frais afférents à ces jurys. La prise en charge de la VAE a été plafonnée par Transition Pro à hauteur de 2 000 € qui tient compte de l'ensemble de la démarche. Nous gérons également le dispositif CLEA. Donc, CLEA est un dispositif qui permet pour les personnes qui n'ont aucune certification de valoriser, de valider des compétences socles. Donc, le référentiel comprend 7 domaines fondamentaux, et l'ensemble de ces 7 domaines sont regroupés autour d'une certification. Donc, on peut compter la communication en français, le calcul, la communication numérique, le travail en équipe et bien d'autres. Certif Pro, qui est le chef de pile de Transition Pro, est en charge à la fois de la communication et de l'habilitation des organismes de formation qui peuvent se positionner. Transition Pro au niveau de la région, donc Transition Pro Occitanie, est un acteur de mise en œuvre de la certification, donc la certification CLEA. Plusieurs financements peuvent être mobilisés, dont Pôle emploi, les conseils régionaux, les OPCO et même le CPF, même les entreprises. Donc, il n'existe pas de financement spécifique, ce sont des financements diversifiés. Enfin, petite conclusion qui ouvre sur la période que nous vivons actuellement. Donc, la période de confinement a été compliquée pour tous, pour notre structure également, puisqu'il a fallu s'organiser pour assurer une continuité du montage des dossiers de financement en lien avec les bénéficiaires et les organismes, mais également pour s'assurer que les formations que nous avons en continuité se poursuivent, et donc pour aider les organismes de formation à changer de modalité de formation. Donc un certain nombre d'organismes de formation ont suspendu leur action, d'autres sont passés sur des formations à distance et d'autres ont reporté leur action de formation. Sur 1200 actions, c'est environ 1000 actions qui ont été impactées par le Covid, donc 1000 bénéficiaires qu'il a fallu accompagner en mettant en place des solutions presque individualisées par rapport à ces situations-là. La DGFP et France Compétences ont alimenté des questions-réponses qui a permis de répondre à la fois aux organismes, à la fois aux entreprises et aux bénéficiaires pour assurer une continuité de ces actions-là. Donc, j'en profite pour rappeler à tous les bénéficiaires, aux organismes de formation et aux entreprises qui sont concernés que l'un des impacts pour les organismes qui ont suspendu leur action, c'est de reprendre le cours de l'action de formation avant le 1er août. Si une reprise n'est pas réalisée, nous allons devoir passer l'action en annulation. C'est la DGFP qui nous le demande. Donc, vraiment, nous avons fait un emailing, nous avons mis cette information sur le site. J'en profite donc pour éclairer sur cette deadline importante.
Pour le dispositif démissionnaire, on a intégré un assouplissement pour les projets qui ont été suspendus. Il y a la possibilité de demander une prolongation de l'attestation de 6 mois. Voilà pour la présentation. Je répondrai aux questions si effectivement des interrogations persistent. Merci beaucoup, Marie. Donc, si vous avez des questions sur le projet de transition professionnelle qui a remplacé le CIF, le dispositif démissionnaire, la VAE, le dispositif CLEA ou la Certif Pro, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées de Transition Pro Occitanie, Toulouse et Montpellier. Alors peut-être que je pense que vous aurez des questions, mais les participants prendront directement acte avec vous parce que ce sont des questions qui sont souvent au cas par cas et peut-être que voilà, les partager, c'est pas le sujet. Donc du coup, voilà, je vous laisserai, vous aurez de toute façon le replay sur notre site internet avec les coordonnées. Voilà, donc si vous le voulez bien, on va passer aux opportunités de formation et d'accompagnement avec le groupe Ségos. Bonjour, donc je suis Ingrid Leduc, je suis responsable du développement commercial des TPE-PME et des partenariats OPCO au sein de Ségos. Nous allons vous présenter en fait à travers 2 parties les opportunités en effet de formation pour développer les compétences de vos collaborateurs avec Jérôme Maes, qui est directeur de l'offre et de l'expertise. Et on va également vous montrer comment on vous accompagne sur les modalités de financement avec Sophie Pagès, qui est directeur de projet de la formation professionnelle chez nous. Jérôme, je te laisse la parole et prendre le relais. Merci Ingrid. Donc à moi de merci aussi à Madame Gox pour ces informations-là qui m'ont remis dans un cadre complet, exhaustif, toute cette dynamique des projets de transition professionnelle. Voilà. Donc je vous présente rapidement le groupe Ségos en quelques chiffres. Hein. Donc on se veut leader européen de la formation professionnelle. Je pense que c'est vrai. Enfin, évidemment, on ne se compare pas à l'AFPA, qui est plus gros que nous, mais qui est dans un contexte à la fois réglementé, subventionné. Donc, nous sommes un organisme travaillant sans subvention, avec un siècle d'histoire, enfin, presque un siècle. On a été créé en 1926. Et comme étant au service des hommes et des organisations, ça a longtemps été notre ligne directrice côté Ségos. Voilà. Nous sommes à la fois sur la formation présentielle, mais aussi sur la formation à distance. Hein. Donc, c'était l'intérêt aussi de faire cette présentation aujourd'hui dans un contexte Covid-19 ou post-Covid-19. On a le choix aujourd'hui. Je pense qu'on peut encore se considérer en contexte Covid-19. Nous réalisons des opérations soit en sur-mesure, complet sur-mesure, ou aussi on a des opérations qu'on sait faire sur la base d'une formation, d'un dispositif complètement catalogue, packagé, et qui permettent de dérouler très vite au sein des entreprises pour nos clients, des formations pour lesquelles il n'y aura pas de temps de développement, voilà, quasiment du jour au lendemain, on peut agir. On fait aussi du conseil opérationnel. Conseil opérationnel, donc on ne se dit plus maintenant société de conseil, mais on fait du conseil opérationnel adossé derrière à des actions de formation, donc qui permettent de caler à l'avance un dispositif ensuite de transformation et changement qui sera mené par des opérations de formation. Quelques chiffres clés. Ségos, c'est 20 000 en France, c'est 20 000 entreprises clientes. C'est 12 000 missions sur mesure par an. Là, cette fois-ci, c'est dans le monde et c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Voilà. Dont 130 millions en France. Donc, effectivement, on est une société internationale, mais qui a été créée en France, donc avec un cœur d'activité quand même qui est massivement en France. On forme en France 150 000 personnes, mais on forme dans le monde 250 000 personnes. Donc, vous voyez, on voit assez large en termes d'activité. J'ai souhaité mettre en place une carte des différentes villes dans lesquelles nous intervenons au sens avec un centre de formation dédié Ségos. Je peux faire un focus évidemment plutôt sur le Grand Sud-Est où nous sommes présents. Voilà, nous sommes présents alors Sud-Est. Je vais commencer un peu par le Sud-Ouest avec Toulouse pour être sur la région Occitanie complète, mais nous sommes présents à Montpellier, mais aussi à Aix en France et Marseille. Voilà, et on distingue bien évidemment Aix-en-Provence et Marseille parce que ces 2 villes étant quand même assez proches, elles ont des caractéristiques culturelles assez différentes. Voilà ce qui nous caractérise, donc une implantation assez forte dans le sud-est, vous le voyez, aussi Nice, hein, j'aurais pu là on commence à être loin de la laisse,
et une présence assez forte. Pas sur Alès même en tant que tel, mais nous avons aussi déployé des missions de formation et même de conseil sur le bassin d'emploi d'Alès. Donc, évidemment, on peut se déplacer, on peut intervenir dans votre zone géographique et globalement, évidemment, vous l'avez compris, sur toute la zone Occitanie, à part Toulouse, Montpellier, à minima. Donc, je vous dis, 250 000 stagiaires formés, des références clients. Une référence, c'est une mission qu'on a menée, sur laquelle derrière, on a eu un témoignage client circonstancié. Voilà. Une note pédagogique, toujours dans l'excellence, et puis des avis vérifiés, puisque nous sommes passés depuis maintenant quelques années, 5-6 ans, sur les dispositifs d'avis vérifiés, pour être sûr d'avoir un ressenti marché qui soit fiable et crédible pour nos clients. On est à 4,6 sur 11 000 avis clients à date. Enfin, ce n'est pas à date, c'était début d'année. Je n'ai pas remis à jour à la période Covid. Et une autre caractéristique forte de Cegos, pour ce qui est des sessions qui sont programmées, on est a priori l'opérateur de formation qui a le plus fort taux de maintien des sessions, puisqu'on a les sessions que l'on propose, on les maintient à 96%. Ce qui veut dire qu'on a peu de chances d'être déçu quand on s'inscrit à la Cegos, d'être déçu parce qu'une formation est annulée. La formation, elle va avoir lieu avec la Cegos. Alors, je continue maintenant nos principaux champs d'expertise. Je pense que c'est bien de voir comme ça. Et puis ensuite, je parlerai des différentes modalités de formation. Donc, nos champs d'expertise, j'en ai fait d'abord 2 colonnes. Une colonne de gauche qui est plutôt sur des champs transversaux et une colonne de droite qui est plutôt sur des champs métiers. Voilà. On intervient sur ces 2 domaines. On fait en chiffre d'affaires, en activité, à peu près autant sur les métiers que sur le transversal. Je ne suis pas à 5-10% près, là, mais les grandes masses, dans les grandes masses, c'est à peu près la même chose. Le champ transversal, c'est ce qu'on nomme souvent maintenant, depuis quelques années, le mot à la mode, c'est soft skills. Voilà, c'est un mot anglais, mais tout le monde dit ça. Vous regardez dans la presse, c'est vraiment le mot qui est employé partout. Qui comprend, il y a plusieurs référentiels de soft skills, mais qui comprend entre 5 et 10 compétences clés que je peux vous lister en partie en tout cas. La première que j'aurais envie de vous lister, c'est la coopération, la capacité à coopérer. On a vu avec le Covid et toutes ces périodes de confinement que la capacité à coopérer était capitale parce qu'il fallait continuer à coopérer même en changeant les conditions de coopération. Puisque pendant la période de confinement, nous devions, nous, continuer à coopérer avec tous les autres acteurs de l'entreprise et aussi avec les acteurs externes. Et cette capacité à coopérer même à distance et puis même sans se voir, enfin on se voit vers des visios, mais même sans se toucher physiquement, ça change un peu la donne. Voilà. Ça a changé la donne, on l'a constaté pendant la période et ça reste clé. C'est-à-dire finalement, on voit bien que dans le monde complexe dans lequel on vit aujourd'hui et dans le monde incertain dans lequel on vit aujourd'hui, c'est bien par la coopération entre les acteurs qu'on réussit à produire quand même du résultat. Donc, je disais la première soft skill qui était la coopération. La deuxième, c'est la capacité à communiquer. Vous retrouvez ensuite dans ce domaine, dans ce champ de gauche, la soft skill tout en bas, technique d'expression écrite orale. C'est un élément clé. On forme énormément. Nous, on a énormément de stagiaires qui suivent des formations au comment prendre la parole à l'oral, comment maintenir l'attention d'auditoire, etc. Des choses avec des formations dans certains cas pour des niveaux 2 ou 3, pour des quasi-dirigeants avec du média training, etc. Enfin, jusque-là, on va de la formation de communication de base jusqu'au plus haut niveau de communication orale. Idem sur les techniques d'expression écrite, prise de notes aussi, etc. Alors, troisième compétence des soft skills, que j'ai envie de dire, c'est la prise de décision, la capacité à l'esprit à apporter un jugement sur une situation et à décider suite à ce jugement pris. Ensuite, les capacités de négociation qu'on va retrouver là dans la rubrique efficacité professionnelle et personnelle, c'est-à-dire tout ce qui va être autour de je sais négocier, je sais m'arranger avec des gens pour trouver la meilleure posture et la meilleure situation pour avancer. Et puis, je vais en donner une cinquième qui est la créativité et la capacité à résoudre des problèmes, notamment par la créativité. Donc là, je vous ai fait un panégyrique de 5 soft skills qui sont souvent dans les 5 premières listées par les référentiels, notamment les référentiels mondiaux, parce que cette pratique de soft skills, vous imaginez bien que si c'est un mot en anglais, c'est qu'aussi c'est repris, c'est d'abord peut-être même été créé, en tout cas c'est repris beaucoup par des référentiels mondiaux. Nous sommes dessus parce qu'on est tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, le succès d'une entreprise, c'est certes la maîtrise de ses métiers fondamentaux, c'est la partie droite de mon slide, mais c'est aussi la capacité qu'auront l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, la capacité qu'auront ces collaborateurs à fonctionner ensemble et à maîtriser l'ensemble de ces soft skills pour produire du résultat. Donc, dans les soft skills, on va retrouver tout ce qui est évidemment le management d'équipe, management de situation et le leadership, la capacité à
à emmener les gens. L'efficacité professionnelle et personnelle, je vous en ai déjà un petit peu parlé, par exemple, au travers de la négociation, mais aussi au travers de la gestion du temps. La gestion du temps, par exemple, c'est un de nos best-sellers France, en tout cas, et aussi qu'on retrouve dans un certain nombre de nos grandes filiales, à savoir l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, voilà, qui sont aujourd'hui des grandes filiales. On retrouve évidemment aussi le management de projet, qui a été une compétence émergente depuis 20 ans, qui aujourd'hui occupe une place quasiment identique au management et leadership en soi. Aujourd'hui, les entreprises fonctionnent de manière récurrente, mais fonctionnent aussi en projet. Et enfin, du développement personnel appliqué. Là, il y a sans doute une spécificité des sociétés au sens large françaises et européennes, qui est de s'intéresser à l'être humain lui-même en tant que tel et à lui permettre de se développer en tant que tel pour assurer de manière plus efficace son rôle dans l'entreprise, sans emporter avec lui ses propres biais, ses propres, on va dire, défauts, enfin caractéristiques qui pourraient nuire aux interrelations avec les autres. Voilà. Ça, c'est la partie soft skills qui est un élément clé, c'est GOS. Je pense que sur ces points-là, nous sommes vraiment différenciants avec des chartes ensuite de déroulement de ces formations, des chartes éthiques. Parce qu'évidemment, on peut cette fois-ci être dans certains cas, chez certains autres organismes, on peut être déviant. Donc, on fait très attention à ça, on est très, très vigilant sur ce côté. Et puis, on a des formations métiers, des formations à la finance. J'ai fait un choix là, de quelques formations métiers. Il y a une liste encore plus longue de finance, donc production industrielle, du commercial, du marketing, tout ce qui va être les métiers des ressources humaines au sens large, de la DRH au service paye aussi, etc. Voilà, achat, et puis formation, parce que finalement, à SEGOS, on a aussi une position tout à fait dominante, c'est un peu normal, on a une position dominante sur la formation des métiers des directions de formation. Voilà, donc ça vous donne une image. Donc, nous sommes présents évidemment sur des formations en présentiel. Je vais en donner quelques caractéristiques, puis après, je vais plutôt détailler des formations distancielles et je vais faire attention au timing, puisque je sais que le temps est compté. Alors, les formations présentielles, ce sont soit des formations dites inter-entreprises, c'est-à-dire qu'on invite dans une salle plutôt organisée par SEGOS des participants qui viennent de différentes entreprises, donc à une même date sur un même programme. Donc ça, ce sont des formations qui visent à développer évidemment les individus sur une compétence bien identifiée dans le programme de la formation, mais aussi à partager les bonnes pratiques entre entreprises. Ce n'est pas que la SEGOS qui délivre ses contenus, c'est aussi la SEGOS qui joue son rôle de fertilisateur et puis de partage d'expérience, voilà, de transfert, en fait, en quelque sorte de transfert de technologie. Ça sent que la technologie, elle est humaine ou vraiment technique. Ça, c'est les formations inter-entreprises. Et puis, on a aussi les formations qui peuvent être dispensées dans votre entreprise pour un certain nombre de vos collaborateurs, globalement. Dans ce cas-là, ça peut être soit sur un programme préétabli, calé au départ, c'est-à-dire que vous avez trouvé dans notre offre un programme qui vous va bien, vous le choisissez et on organise pour vous, dans votre entreprise, cette même formation sans rien changer. Comme ça nous permet d'aller très vite, ou en changeant vraiment à la marge. J'entends évidemment, on va forcément faire l'adaptation au moment on va délivrer cette formation. Donc, ça vous permet d'aller très vite pour déployer au sein de votre entreprise, pour un groupe de personnes, un certain nombre de compétences communes et de faire monter en compétence une bonne partie de l'entreprise et donc faire partager ensemble des bonnes pratiques. Mais c'est aussi, je le disais, des formations et des dispositifs sur mesure, construits à partir de vos besoins spécifiques. Parce qu'à la SEGOS, on fait une part très importante de notre chiffre d'affaires, de notre activité, sur des formations sur mesure. Voilà. On sait intervenir, on va chez vous, on se déplace chez vous. Alors, en période Covid, on s'est peu déplacé, je ne le cache pas. Mais de nouveau, on se déplace chez nos clients dans les entreprises pour capter le besoin, pour avoir une compréhension fine, une empathie des situations que vous rencontrez et ainsi réussir les transformations au sein de l'entreprise. Tout ceci se fait évidemment dans le respect des règles sanitaires. Donc là, on a été plus qu'orthodoxe sur le sujet. Je pense qu'on a suivi non seulement les règles qui avaient été définies par le gouvernement, mais aussi par la Fédération de la formation professionnelle. Et on a tout mis au plus haut niveau pour garantir la sécurité de nos participants. Ensuite, ça c'était les formations en présentiel. Donc, je vais maintenant plutôt vous donner le fait qu'on a beaucoup travaillé sur nos formations à distance, voilà, et que moi je reste persuadé que, enfin, vous entendez tous dire il y aura un avant, un après, etc. Je ne rentre pas dans ce débat-là. En tout cas, la formation a été
vraiment secoué pendant la période à partir du 15-16 mars, hein, c'est clair. On a entendu Madame Gox nous en donner les conséquences sur les PTP aussi, hein, donc, et le besoin de redémarrer, hein, parce qu'effectivement, il faut redémarrer. Nous avons, renforcé notre offre de formation distancielle. Hein. Bon, on ne l'a pas créée à ce moment-là. Hein. Moi, j'ai fait mes premières formations en classe virtuelle, par exemple, en 2011. Donc, c'était bien avant le Covid. On a une expérience côté Segos de formation à distance qui est de au moins 8 ans, 10 ans. Si je remonte encore plus loin, on avait déjà mis en place des plateformes de formation à distance depuis plus de 15 ans. Hein. Donc, voilà, la Segos a cette habitude de formation à distance, sauf que le Covid a fait que nous avons renforcé encore cette offre et que nous avons mis en place, nous avons structuré en 4 grandes modalités. Les classes à distance, un format spécifique qu'on a inventé qui est le full digital, le format up, on n'a pas inventé à ce moment-là parce que c'est un format qui a été maturé pendant toute l'année 2019, mais qui était lancé début 2020. Et puis 3 heures chrono, un autre format qui existe depuis 5-6 ans et qui a fait une croissance phénoménale pendant le Covid. Je vais avoir une planche sur chacun de ces dispositifs. Donc, je ne commande pas les textes là, vous allez les retrouver sur chacune des planches précédentes. Et je vous aurai dit l'essentiel de mon propos et je passerai à ce moment-là la parole à Sophie Pagès qui vous donnera quelques éclairages sur les financements. Alors, premièrement, les classes à distance, ça c'est quelque chose qu'on a monté de manière plus récente. Post-Covid 15 mars, on avait décidé de ne pas tout de suite proposer les classes à distance. D'abord parce qu'on n'avait pas de visibilité sur la durée du confinement. Hein, donc on pouvait espérer que ça ne dure que 15 jours à un mois, on va dire. Donc on s'est dit, bon, si c'est qu'un arrêt 15 jours à un mois, on va faire autrement. Et puis finalement, vu que ça durait, on a décidé de lancer les classes à distance. Les classes à distance, c'est quoi? On prend la formation catalogue classique, le format classique standard en quelque sorte, hein, c'est-à-dire le format de notre catalogue. Et au lieu de le faire dans une salle, on le fait au travers d'un outil de visio-formation. Voilà. Donc, c'est tout simplement comme ça. Donc, une formation de 2 jours en salle devient une formation de 2 jours en classe à distance avec un outil de visio. On utilise l'outil de Microsoft qui s'appelle Teams, qu'on a petit à petit dompté côté Segos. Hein. C'est un outil d'une grande simplicité et on a juste eu à définir justement l'usage simple qu'il fallait qu'on en fasse pour ne perturber personne, pour ne pas perturber nos clients et pour que nos animateurs soient en capacité de faire. Donc, on est sur le même programme, on est sur la même durée, on est sur le même prix, on a les mêmes types de formateurs, c'est-à-dire les formateurs qui font du présentiel. Certains des formateurs qui font du présentiel peuvent animer des classes à distance. Comme il y a une petite particularité, tous les formateurs présentiels ne savent pas faire des classes à distance, donc on les a sélectionnés. Et il y a quelques séquences qui se jouent exactement à l'identique en présentiel et à distance et quelques séquences qu'on a été amenés à adapter pour les rendre en formation à distance. Et on a fait ça parce que déjà, il y avait une demande, en fait. Le marché nous demandait ça. Et puis aussi parce que on pouvait se dire qu'il pouvait y avoir une vague du Covid et qu'il fallait aussi qu'on permette à nos clients, peut-être, hein, mais au cas où cette vague arrive, qu'il fallait qu'on permette à nos clients de se former aussi sur le dernier quadrimestre. Donc, nous avons planifié ces formations depuis juin, même mai, juin, jusqu'à fin décembre en l'état. Voilà ce que je voulais dire sur les classes à distance. Donc, c'est un dispositif qui marche très bien. On a beaucoup d'inscriptions sur des classes à distance en ce moment. Voilà. On a inventé sinon, tout début du confinement, un format de 12 heures en 2 jours, avec comme objectif d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop intensif en termes de classe virtuelle. Donc, comment ça se présente? C'est sur 2 jours, mais en fait, on va dire c'est 4 demi-journées. 2 jours, c'est 4 demi-journées. Donc, la première demi-journée dure 3 heures et c'est une classe virtuelle. La deuxième demi-journée et la troisième demi-journée sont en mode plutôt auto-formation. Et la quatrième demi-journée, donc l'après-midi du deuxième jour, c'est de nouveau une classe virtuelle de 3 heures. Donc, on a fait ça. C'est un dispositif simple qui rentre dans un cadre classique de formation. C'est une formation de 2 jours, 3 jours. C'est tout à fait logique par rapport aux habitudes de consommation de formation Segos, par exemple, hein, puisque nos clients achètent énormément des formations courtes de type 2 jours. On a aussi des offres en 3, 4, 5, 10, 12, etc. Mais quand on regarde, les plus grosses ventes se font sur des formats plutôt courts, 2 jours, voire 3. On a voulu rester dans ce schéma-là et proposer quelque chose qui permet de développer les compétences grâce à une première classe virtuelle qui met le pied à l'étrier et qui déjà apporte un certain nombre de compétences clés. Ça, c'est la première classe virtuelle. Et puis ensuite, de l'auto-formation très accompagnée, au sens, c'est des étapes, il y a des choses à faire, c'est clair, et c'est plutôt auto-corrigé, c'est partiellement auto-corrigé en tout cas, pas forcément systématiquement,
Donc, dans ces cas-là, on développe l'autonomie et c'est en développant cette autonomie que les gens vont finalement aussi apprendre, hein, parce qu'on sait, c'est une croyance, c'est plus une croyance, une conviction, c'est beau, parce qu'on n'apprend que quand on fait. Écouter quelqu'un, on n'apprend rien. Il faut travailler, il faut pratiquer pour que ça reste durablement. Et donc, c'est exactement l'esprit de ces deux quarts de demi-journée qui se situent, c'est-à-dire l'après-midi du premier jour et le matin du deuxième jour. Et enfin, une deuxième classe virtuelle au cours de laquelle, fin de dispositif, on va faire la correction en quelque sorte, on va donner du feedback sur les activités qui se sont passées sur les 2 demi-journées précédentes et puis continuer à faire des apports. Voilà. Donc ça, c'était un dispositif qu'on a inventé spécifiquement pendant la période de confinement. Et enfin, un dispositif qu'on a affûté pendant de nombreux mois sur 2019, qui est beaucoup plus en disruption cette fois-ci, c'est autre chose. Donc, c'est un dispositif qui dure plutôt sur 6 semaines cette fois-ci, mais avec un équivalent de 14 heures de formation. Une première étape que je qualifierais de positionnement, préparation-positionnement, assez simple en fait, c'est une trentaine de minutes. Une première classe virtuelle d'1h30, c'est 1h30 à 2h à peu près. Cotée pour 1h30, mais souvent elle dure 5, 10, 15 minutes de plus, on va dire ça comme ça. Pour choisir et pour personnaliser sa formation. Puis ensuite, un temps de travail individuel qui dure 2 à 3 semaines. Une deuxième classe virtuelle qu'on appelle de e-coaching, qui permet de se reconnecter avec les participants, de faire un peu le retour d'expérience de ce qui s'est passé et d'aider à faire la suite. Et la suite, c'est monter un dossier de preuve permettant ensuite d'obtenir un certificat. C'est une formation certifiée. Ça, c'est le troisième dispositif. C'est un format qu'on appelle le format UP, qui est un format international. Sa grosse puissance par rapport aux autres, sa puissance, c'est qu'il est disponible déjà dans 6 langues et qu'il est quasiment déployable dans tous les pays du monde, en quelque sorte. Voilà. Et enfin, le dernier dispositif dont je voulais vous parler, c'est la formation en 3 heures, qu'on appelle 3 heures chrono. Donc, c'est une classe virtuelle de 3 heures sur une demi-journée. Là, c'est tout. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. C'est 3 heures. C'est une thématique simple et unique de formation. On ne cherche pas à gérer plusieurs compétences, comme on le fait sur une formation de jour. Une formation de jour, il y a souvent 2, 3, 4, 5 compétences. Bon, 5, c'est quand même vraiment le maximum. 2, 3, 4 compétences. Là, sur 3 heures, c'est une seule compétence, mais alors, on va la pratiquer, on va l'appliquer, et à la fin des 3 heures, on sait faire. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est 3 heures en 3 fois 1 heure. Une première heure où on explique de la méthode, il y a des exemples, des vidéos, il y a des échanges entre les participants. Ensuite, il y a une deuxième heure en individuel, mais ce n'est pas complètement en individuel en fait. C'est bien en individuel dans son entreprise, mais dès qu'il y a le moindre problème, on peut accéder au formateur. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on accède au formateur immédiatement et qu'il répond. Et ensuite, une troisième heure en collectif pour faire le bilan de ce qui s'est passé pendant cette heure individuelle, compléter quelques bonnes pratiques, quelques astuces, et le formateur peut ensuite donner aussi des conseils complémentaires. Voilà. C'est les 4 dispositifs sur lesquels je voulais faire passer un peu plus de temps, puisqu'ils sont très dans l'ambiance, et c'est ce qu'on a constaté, nous, en termes de vente aussi, évidemment, pendant cette période, on a beaucoup plus vendu ces dispositifs que les dispositifs présentiels classiques. Là, on est en mode fin de confinement, donc on voit évidemment que l'activité présentielle se redéploie, et c'est quand même un vecteur d'activité de Secos. Écoutez, j'ai fait le tour. Je vais donc passer la parole à Sophie, qui va nous parler maintenant des éléments, du dispositif FNE Formation. À toi, Sophie. Merci à vous et merci à toi, Jérôme. Donc, c'est toi qui as la main, donc c'est toi qui poursuivras sur le diffusion des diapos. Donc, je vais essayer de faire synthétique en complément de ce qui a été dit par la région tout à l'heure et par Madame Benoni. Effectivement, le dispositif qui vous avait été présenté tout à l'heure correspondait à un dispositif pour des entreprises en baisse d'activité. Là, je vais vous présenter en quelques mots le dispositif FNE Formation, qui lui est un dispositif au niveau national et qui correspond aux entreprises qui sont déclarées en activité partielle ou au chômage partiel, suivant comment on voit les choses. Et donc, en fait, ce dispositif, qui est un dispositif de droit commun et qui correspond à une logique de prise en charge par l'État des coûts pédagogiques, des formations et d'une partie des coûts salariaux également, a été temporairement renforcé pendant la crise sanitaire. Donc, il y a eu des modalités de prise en charge très intéressantes qui sont là en train d'être revues, puisque du point de vue des pouvoirs publics, on sort d'une logique d'urgence absolue. Pour ce dispositif FNE Formation, pour faire très simple, parce qu'il y a plein de caractéristiques très précises, mais là, voilà, il a concerné
concernait, il concerne encore toutes les entreprises qui ont obtenu une autorisation de recours à l'activité partielle par la directe, sans critère de taille d'entreprise et sans critère de secteur d'activité. Également, pour les salariés, ce sont tous les salariés placés en activité partielle, hors salariés titulaires d'un contrat en alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Et là, bon, on attend de voir si ce dispositif, ce principe va être maintenu, mais il y avait possibilité, il y a toujours à ce jour possibilité également d'intégrer des salariés qui sont en activité pleine dans des sessions de formation qui intégreraient des salariés en activité partielle. Ça aussi, c'est important pour les entreprises qui peuvent avoir un public mixte avec certains salariés en activité partielle et d'autres pas. Voilà, le financement peut concerner les deux, enfin le financement des coûts pédagogiques peut concerner les deux populations. L'organisme de formation qui intervient doit être référencé Datadoc, Pôle emploi ou référencé par la région. Et bien évidemment, puisque c'est le principe, la formation doit se dérouler pendant la période, pendant le laps de temps où l'entreprise a obtenu son autorisation de recours à l'activité partielle. Et depuis, donc, depuis début juin, la formation peut se dérouler en présentiel dans le respect des règles sanitaires, bien évidemment. Alors, le dispositif formation FNE Formation a évolué. Donc, du 1er mars, de manière rétroactive, avant même le début du confinement, jusqu'au 31 mai, il y avait donc une prise en charge à 100% de l'allocation d'activité partielle par l'État et une mise en place donc, du dispositif FNE Formation renforcée avec une prise en charge à 100% des coûts pédagogiques. À partir du 1er juin, il y a eu une première adaptation du dispositif. On va le voir ensuite sur la diapo suivante. Mais jusqu'au 30 septembre, pour le dispositif d'activité partielle de droit commun, le FNE Formation reste valable avec une prise en charge à 100% des formations, des coûts pédagogiques, des formations distancielles et présentielles. Depuis le 1er juillet, le gouvernement a mis en place un nouveau dispositif qui s'est appelé initialement activité partielle de longue durée. Et on a parlé également d'un dispositif qui s'appelait ARM, activité réduite contre maintien dans l'emploi. Aujourd'hui, le projet de décret parle plutôt le décret parle d'un dispositif spécifique d'activité partielle qui va donc coexister avec le dispositif de droit commun. Et dans ce dispositif, l'entreprise, sous condition d'accord négocié, accord d'entreprise avec les partenaires sociaux ou accord de branche, s'engage et va avoir sur de la longue durée, va avoir un accompagnement donc en termes de financement en contrepartie d'engagement sur l'emploi. Mais là, la prise en charge, on va le voir ensuite, au niveau du FNE Formation réduite. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'à partir du 1er octobre, il va y avoir une nouvelle adaptation du dispositif d'activité partielle et que les prises en charge au niveau FNE vont encore baisser. Donc, on a essayé, c'est une gageure sur la diapo suivante, de résumer sur un même schéma l'ensemble des évolutions à l'œuvre et les 10 autres dispositifs qui sont possibles aujourd'hui pour une entreprise qui serait donc en activité partielle. Il y a donc le dispositif de droit commun qui est valable pour une période de 3 mois, renouvelable une fois, donc un maximum de 6 mois. Donc là, comme on l'a vu, la demande d'autorisation d'activité partielle se fait auprès de la directe. Et donc là, la réduction du temps de travail peut aller jusqu'à 100%. En contrepartie, sur l'aspect salarial, l'employeur obtient de l'État la prise en charge de 60% de l'indemnité versée aux salariés. Ce chiffre de 60% normalement était attendu uniquement pour octobre et il a été annoncé là comme valable à partir du 1er juillet. Pour certains secteurs fortement affectés par la crise sanitaire, la prise en charge est maintenue de l'indemnité versée aux salariés est maintenue à 70%. Sur ce dispositif de droit commun, jusqu'au 30 septembre, comme je viens de vous le dire, la prise en charge des coûts pédagogiques au titre du FNE Formation reste à 100%. Et à partir du 1er octobre, la prise en charge des coûts pédagogiques passera à 70%.
En parallèle donc, à ce dispositif de droit commun, il y a donc le dispositif spécifique qui est conditionné par la signature d'un accord majoritaire d'entreprise ou un accord de branche. Là, la réduction du temps de travail peut aller jusqu'à 40%, mais c'est sur une durée potentielle maximale de 2 ans, ce qui n'est pas la même temporalité que pour le dispositif de droit commun. Dans ce cas-là, l'indemnité versée, enfin l'allocation d'activité partielle correspond à 80% de ce que l'employeur verse à ses salariés, 85% pour un accord conclu avant le 1er octobre. Du côté prise en charge des coûts pédagogiques, ce qui nous intéresse sur l'aspect formation, c'est ça qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que le dispositif spécifique qui est conditionné par de la négo, à ce jour, au niveau du FNE formation, la prise en charge des coûts pédagogiques est à 80% jusqu'au 1er octobre, enfin jusqu'au 30 septembre, et ça restera à 80% à partir du 1er octobre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un plan salarial, c'est évidemment plus intéressant en termes de prise en charge pour l'employeur de passer sur un dispositif spécifique, mais c'est conditionné par une négociation. Sur un plan formation et prise en charge des coûts pédagogiques, c'est pour l'instant, temporairement, jusqu'à fin septembre, plus intéressant de rester dans le dispositif de droit commun. Après, les proportions vont s'inverser et il sera de toute manière plus intéressant d'avoir négocié. C'est une incitation à négocier pour les entreprises. Alors, ce qui est surprenant, Jérôme, ce qui est surprenant, c'est que en matière justement de FNE, c'est pas la loi ou un texte réglementaire qui fixe la donne. Le gouvernement procède par question-réponse. Et donc, il y a tout un mode opératoire qui a été défini. Le dernier question-réponse, alors j'ai vérifié ça hier soir, mais il était toujours valable en date du 16 juin. Donc, pour faire une demande de subvention FNE, l'entreprise doit déposer un certain nombre d'éléments en annexe à sa demande de subvention FNE. Et notamment, il est nécessaire, alors là, nous avons vraiment l'habitude, parce que depuis la mise en place du FNE, de nombreuses entreprises se sont adressées à Cegos pour un accompagnement, y compris à ce niveau-là. La proposition commerciale donc, de l'organisme de formation qui accompagne doit comprendre un certain nombre de rubriques pour que soit la directe, soit l'OPCO, si l'OPCO agit par délégation de la directe, pour que le dossier puisse être instruit. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il est encore intéressant pour les entreprises qui n'auraient pas accès aux subventions telles que le propose la région, de passer par pour les entreprises qui sont concernées par l'activité partielle, de passer par un financement FNE. Alors, ça, c'est le point FNE. En parallèle au FNE, je suis passée très vite là-dessus tout à l'heure, mais il existe le CPF. Donc, si tu veux bien passer à la diapo suivante. Donc, tous les salariés, enfin tous les individus ont depuis la précédente réforme de la formation un compteur CPF qui est donc alimenté à hauteur de 500 € par an et puis qui reprend les reliquats des soldes des compteurs DIF antérieurs. Alors, il peut être intéressant de regarder comment articuler FNE et CPF dans certaines entreprises. Là, je me permets juste de faire un point sur l'actualité et CPF. Donc, à partir de la rentrée, mais on ne sait pas quand, une nouvelle version de l'appli Mon compte formation va être proposée. La Caisse des dépôts et consignations qui gère le CPF a annoncé la possibilité d'avoir des offres dédiées pour les entreprises qui voudraient former plusieurs salariés en même temps. Mais le principe à retenir, c'est qu'effectivement, le CPF est un compteur, bien sûr, est un droit individuel et le compteur CPF ne peut être mobilisé qu'avec l'accord de son titulaire. Donc, les entreprises qui auraient une stratégie de CPF co-construit, c'est-à-dire qui voudraient abonder et investir parallèlement à l'utilisation du compte CPF par leurs salariés directement, sont évidemment incitées à négocier des accords pour pouvoir le faire, et notamment en vue d'un accompagnement par rapport au FNE.
Donc, dernier point, si tu veux bien, Jérôme, sur la diapo suivante. Voilà, j'ai essayé de résumer là également les différentes stratégies possibles en matière de CPF ou de co-investissement CPF. Donc, une entreprise peut décider de ne rien faire en matière de CPF et c'est le salarié seul qui va mobiliser son CPF en toute autonomie. Un premier niveau supplémentaire d'implication de l'entreprise serait que l'entreprise, et c'est ce que font la plupart des entreprises à minima, elles informent leurs collaborateurs sur les modalités de mobilisation du compteur. Un autre niveau supplémentaire, et celui-là, ce qu'on voit effectivement aujourd'hui de plus en plus d'entreprises clientes du groupe Cegos nous sollicitent à ce niveau-là. Voilà, c'est l'entreprise va décider va négocier en fait une offre avec ses partenaires prestataires de formation et va mettre à disposition de ses salariés un catalogue négocié qui permettra aux individus de mobiliser leur compteur CPF, si je puis dire, au meilleur rapport qualité-prix. Là, sur des formations qui auront lieu hors temps de travail. L'entreprise peut décider de faire la même chose en allant un cran plus loin et en acceptant que les formations que les collaborateurs financent avec leur compteur aient lieu en tout ou partie sur le temps de travail. Et la dernière possibilité, mais qui à ce jour nécessite un petit peu des contorsions par rapport à l'appli CPF, c'est le fait que l'entreprise puisse abonder financièrement, c'est-à-dire pour les salariés qui n'auraient pas suffisamment sur leur compteur CPF, l'entreprise peut décider, sur la base de critères de décisions préétablies, tel type de formation, ou sur la base justement d'une offre, d'un catalogue de formation avec une négociation sur les prix. Voilà, la logique d'abondement sera possible sur l'appli CPF quand la Caisse des dépôts aura développé le module qui le permettra. Mais bon, voilà, il y a possibilité pour les entreprises, en tout cas, qui souhaitent co-investir en matière de CPF, de cumuler offres négociées et abondement. J'ai essayé de faire très, très rapide. Alors, c'est très technique, mais voilà, nous sommes à votre disposition si vous le souhaitez pour échanger de manière plus approfondie. Et je vais passer la parole à Ingrid pour terminer sur la dernière solution de financement avec les opérateurs de compétences, les OPCO. Alors, merci Sophie. Alors en effet, nous avons mis en place des partenariats avec certains OPCO qui vous permettent de bénéficier, en fait, d'accéder à des actions collectives. Ces actions collectives sont disponibles depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Les actions collectives sont en fait des formations qui ont été créées par Cegos à la demande de l'OPCO ou des formations qui sont sélectionnées par l'OPCO parmi notre offre. Ces formations en fait, répondent aux besoins des entreprises, des secteurs d'activité de l'OPCO. Elles permettent de bénéficier d'une prise en charge de 100% des coûts pédagogiques pour des entreprises de moins de 50 salariés et des tarifs préférentiels pour des entreprises de plus de 50 salariés. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de chaque partenariat OPCO. Sachez que ce qui est représenté comme secteur d'activité principalement de votre région, par exemple pour l'OPCO 2I, ça représente le secteur de l'industriel. Vous avez également, par exemple, l'OCAPIAT, où là, ça représente plutôt le secteur de l'agroalimentaire, de l'agriculture et de la pêche. Pour concrètement bénéficier, si tu veux bien passer au slide suivant, Jérôme, pour concrètement bénéficier de tous ces dispositifs de financement et de notre offre de formation, nous sommes joignables en fait par tous canaux, téléphone, email ou via notre site. Je vous accompagne parce que je suis votre interlocutrice pour donc le segment, tout ce qui est des entreprises et donc du segment particulièrement TPE-PME. Je peux vous accompagner, que vous ayez besoin de vous inscrire pour une formation ou plusieurs formations, et également vous accompagner en termes de conseils si votre formation n'est pas bien identifiée. Ça peut aller même jusqu'à la mise en place d'un partenariat si vous êtes un intermédiaire, comme je l'ai fait pour les OPCO, pour accompagner les entreprises et mettre en place pour elles des dispositifs tarifaires qui sont adéquats. Je vais également vous accompagner pour un accompagnement sur si vous souhaitez des formations individuelles ou collectives, à distance
ou en présentiel. Et bien sûr, je pourrais vous proposer les dispositifs de financement adéquats. Nous faisons tout en fait pour, dès le moment où vous inscrivez chez nous, que vous soyez guidé jusqu'à la formation. On prend en charge toute la partie administrative de la convocation, convention, attestation de présence jusqu'à l'évaluation. Et bien évidemment, je prendrai contact après les formations pour m'assurer de votre satisfaction et puis également convenir avec vous d'un suivi personnalisé qui peut inclure le bilan des formations que vous avez suivies chez nous, parce que vous l'avez compris, en fait, notre offre est très très large et on peut suivre les stagiaires sur plusieurs années. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez exhaustive sur la partie. En tout cas, je vous laisse nous poser les questions. Sachez de toute façon que vous pouvez prendre contact avec moi pour qu'on puisse en effet vous accompagner de façon plus pertinente et de façon plus personnalisée. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je vois que pour l'instant, on n'a pas de questions. Oui, du coup, j'en profite juste aussi pour remercier Alès Myriapolis de nous avoir invités et merci pour les interventions précédentes qui étaient également très enrichissantes pour nous permettre d'accompagner les entreprises. Voilà, donc vous l'aurez compris, que ce soit dans une dynamique de montée en compétences ou bien de reconversion, il y a des dispositifs qui existent. Il faut les actionner peut-être un peu plus rapidement que ce que vous l'aviez envisagé peut-être, mais en tout cas, il faut profiter de cette période, alors soit de chômage partiel, soit pas, parce qu'il y a donc la possibilité, si vous êtes en chômage partiel, de bénéficier du FNE formation, mais si vous n'êtes pas de bénéficier du dispositif formé plutôt que licencié de la région Occitanie. Voilà, donc vous avez tous ces dispositifs et cette offre d'accompagnement. Alors, on a voulu mettre en valeur aujourd'hui la Ségos parce qu'on a estimé que le catalogue était tel que vous alliez forcément trouver chaussures à votre pied ou en tout cas formation qui convient à vos besoins. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées de chacun des intervenants. Je vous remercie tous pour la qualité de vos supports et la qualité. Ah, je vois qu'on a une... Ah voilà, non, c'était... Merci beaucoup. C'était la plateforme Techno 3D qui nous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi d'avoir participé. Donc voilà, vous avez les coordonnées de chacun des participants. La vidéo sera en replay sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube Alès Myriapolis. N'hésitez pas à la regarder à nouveau. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou avec l'un des interlocuteurs de la présentation de ce matin pour tous vos besoins en formation. Et à partir de la rentrée, on va essayer aussi de mettre en place des groupes de travail sur le bassin alésien pour travailler ensemble sur le volet formation et monter en compétences des salariés. Merci beaucoup à tous. Merci à vous également. Et à bientôt, je l'espère. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.